Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouvel épisode de Post Café. Aujourd'hui je suis accompagnée de ma copine Teresa et on va vous parler de scénario, de réalisation et d'écriture, que ce soit dans le monde du jeu vidéo, de l'animation ou encore du cinéma. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Et puis merci pour l'invitation Camille. Bon du coup pour commencer, présente-toi un peu pour que les gens sachent ce que tu fais. Et bien tout d'abord, je m'appelle Teresa, comme tu m'as gentiment présentée. Je viens du sud-ouest, tout comme toi. Oui, pour le coup on habite à côté, donc ça va. On a fait la même école justement de narration graphique et plus tard j'ai été à Paris pour du scénario, de la réalisation, bien plus dans l'audiovisuel et le cinéma. Du coup là, ouais, t'as terminé donc ta première année de master et donc t'enchaînes avec la deuxième année l'année prochaine quoi. Exactement. Bon, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Parce que, en fait, pour les gens qui... donc, comme l'a dit Teresa plus tôt, on est sortis de la même école et quand on faisait nos projets de groupe, c'était quand même toi qui étais là pour écrire et faire les storyboards, écrire les scénarios et vraiment gérer un peu l'organisation globale. On a eu la chance aussi de faire des courts-métrages quand même à l'école et c'est toi qui as tout géré, qui a géré donc le scénario, la réal, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a donné en fait envie d'écrire depuis toujours? À vrai dire, on a tous, tu sais, quelque chose qui donne l'envie, quelque chose qui dit je veux faire ça dans ma vie. Souvent, ça arrive quand t'es vraiment jeune pour le coup. Oui. On a tous ce souvenir quand on rentre de l'école le soir au primaire, qu'on se pose devant la télé, qu'on allume le Saint Graal, donc du lit. Et je me revois me poser et allumer la télé et découvrir un animé qui m'a marqué profondément. Et justement, les émotions qui passaient à travers les personnages, voir tout ce qui pouvait leur appartenir, que ce soit leur passé, le futur du scénario, toutes ces petites choses, tout ce qu'en fait j'ai pu percevoir et que ça m'a transmis, et bien en fait je me suis rendu compte que je voulais faire pareil. Je voulais moi aussi transmettre ces choses aux jeunes, aux adultes, peut-être même à d'autres générations, mais en fait c'était mon but dans la vie, transmettre. Transmettre des émotions, transmettre en fait tout ce que tu as pu ressentir toi justement en regardant cet animé. Exactement. Donner la même envie aux autres de ressentir ce que tu as pu ressentir quoi. C'est exactement ça. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui me permet de garder le cap et de pas arrêter ou ni même perdre courage. Je veux faire pareil. Oui, parce qu'en vrai, je pense qu'on a tous voulu à un moment donné écrire des histoires. Enfin, moi, la première, il y a une période où j'étais au collège, j'étais fan d'Harry Potter. Je me suis mise à écrire Harry Potter version Wish, clairement, donc c'était nul. Mais du coup, je peux comprendre l'envie qu'on a de vouloir transmettre des émotions, partager ce qu'on ressent et de vouloir en fait transmettre tout ça. Et comme un peu on l'a vécu quand on était plus jeune, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous parler des différents projets que tu as écrits, réalisés au cours de tes dernières années? Il y en a quand même pas mal, donc je vais en choisir quelques-uns dans lesquels tu as pu participer, comme ça on se rejoint. Donc tout d'abord, il y a eu un webtoon sur lequel j'ai travaillé pendant quelques années avec une collaboratrice qui dessinait. Parce que même si je dessine et j'ai la formation, je préfère avoir quelqu'un en plus en collaboration, parce que sinon ça fait beaucoup trop vu que je passais tout mon temps sur l'écriture. Il a eu un petit succès à un moment, c'était super sympa de travailler dessus, j'ai pu rencontrer un peu de public, recevoir les premiers commentaires, ça fait toujours du bien de se dire putain, ce que j'essaye de dire et ce que je veux transmettre, et bien ça peut toucher des personnes. Ouais, et puis les gens ils peuvent comprendre et tout. En fait, c'est un peu un esprit de reconnaissance et tu te dis putain, c'est trop bien, ça parle aux gens en fait ce que je suis en train d'écrire et ce que je veux transmettre quoi. Ben, t'as l'impression de trouver vraiment un sens à ta quête personnelle, à ce que t'as envie de faire. Donc il y a eu celui-ci, j'ai bossé sur 2 jeux vidéo, donc où tu as pu travailler avec moi, donc sur Bunny Apocalypse qui est du transmédia. Donc j'avais déjà fait un webtoon pour ma première année d'études. Où là-dessus j'ai pu travailler tout un petit scénar, créer tout un univers, m'éclater à fond là-dessus, ce qui m'a renforcé dans l'idée de je veux absolument faire ça. Après, plus tard, on a pu en faire une bêta de jeux vidéo, donc là où tu as pu bosser avec moi, c'était vraiment très sympa. On s'est éclaté à faire des premiers tests, le doublage Wish. C'était drôle. Mais du coup, pour recontextualiser, genre à la base, donc c'était un genre de one-shot que tu as écrit, donc Bunny Apocalypse. Et ensuite, donc pour parler du transmédia, après tu as diversifié ça donc avec le jeu vidéo sur lequel on a travaillé ensemble en 2e année, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'était notre 2e année, Et après, tu as encore diversifié ça avec plein de choses en transmédia, genre une idée d'ouvrir un shop même et tout ça. Pour, Puis même le casque VR. Oui, le casque VR. Ouais, ça c'était drôle quand même. C'était vachement... Oui. Donc oui, il y a pu avoir tout cet univers-là qui est effectivement bien étoffé. Faudrait que je m'y repose un peu, qu'on travaille niveau 3D. Ensuite, j'ai pu réaliser 2 courts-métrages donc dans les 4 dernières années. Même 3 finalement. Donc je filme ma formation. Où on a présenté notre filière et on a remporté un prix du coup au Grand Rex. Qui était... C'était assez incroyable.
Le début d'une grande aventure finalement. Ouais, c'est ça. Pareil, on a réalisé pour nos cours un court-métrage au fond du jardin qui s'appelait Plus spatial, justement sur la pollution spatiale et tout ce que l'être humain a pu envoyer et qui retombe maintenant dans un univers très post-apo, comme un peu un style de série. Encore là, pour le coup, ce projet c'était assez incroyable parce que vraiment, en fait, on l'a réalisé en 48 heures. Oui. Donc, t'avais déjà écrit le scénario avant ou vraiment t'as tout écrit Non, parce qu'on a eu le sujet oui, c'est vrai qu'on le soir avait... et t'as fait ça avant d'aller dormir. Ouais, c'est vrai qu'on avait un sujet particulier, donc ouais, t'as tout écrit. Et après, le lendemain, on s'est organisé, on a monté le décor, on a tourné tous ensemble avec le matériel qu'on avait. Donc un petit appareil photo, un micro par-ci par-là, quelques objets récupérés et le cabanon au fond du jardin. Les lumières de soirée qu'on avait récupérées de l'un d'entre nous. Et justement, vu qu'on voulait donner un effet... les lumières qui indiquent quand les bombes arrivent et autres. Je me vois en hauteur regarder ton cadrage, toi en bas, et moi appuyer sur les fusibles pour faire éteindre, allumer. Et le pire, c'est que ça rendait super bien pour les moyens du bord. Non, c'est assez incroyable. Et pareil, faire le montage, tout en 48 heures, quoi. Et le résultat est... franchement propre. Ouais. Pour 48 heures passées... c'était assez incroyable, quoi. Un beau projet. C'était bien ambitieux. Et dernièrement, du coup, j'ai pu réaliser dans le cadre du master, donc de scénario et de réalisation, un court-métrage 6 minutes, 7 minutes, que j'ai pu écrire entièrement, tourner avec du très très gros matériel comparé à ce qu'on avait l'habitude de faire. Oui, là pour le coup, comme c'est ton école quand même est spécialisée dans le cinéma, c'est sûr que les moyens sont pas les mêmes que nous, quoi. Ça a vachement changé, hein. Quand t'as accès à d'un coup une grue motorisée qui bouge, qui suit tes mouvements, tu fais waouh, c'est beau. Pas besoin de stab des masses en fait, c'est parfait. C'est incroyable. Il n'y a pas de parasite à l'écran, waouh. Donc franchement, ça a été très intéressant, ça m'a beaucoup plu. Et toujours dans cette idée de plus tard continuer. Mais contrairement à ce qu'on peut penser et ce qu'on pense, vu que je suis vraiment actuellement dans du cinéma, mon but c'est pas du tout d'y rester. Je veux avoir accès à tous les corps de métier possibles qui me permettent d'écrire pour justement switcher tout le temps. Pouvoir me dire let's go, je fais un one shot, après je vais l'adapter en une animation, en jeu vidéo. J'ai envie de faire une série sur un personnage qui s'est barré un moment. Et ben je peux. Je suis capable d'être réalisateur et d'éviter des adaptations médiocres, souvent d'animés ou autres, vu qu'on n'accepte pas en fait l'auteur sur les plateaux. D'accord. Chose qui je ne comprends pas finalement. Oui, parce qu'en plus c'est la personne qui écrit, donc je comprends qu'elle ait besoin... qu'elle ait un accès de voir ce qui se passe et de donner son avis, quoi. Et non, malheureusement, quand tu signes une adaptation, soit tu fais attention et tu viens sur terrain, soit non, c'est raté. Compliqué quand même. Oui, ça donne moins envie. Oui, forcément, je comprends. Surtout quand c'est toi qui as écrit le truc, quoi, donc... Mais t'as pas envie que ça dénature ton projet, le message que tu voulais faire passer, et tout ça finalement. Donc, mine de rien, pouvoir réaliser dans différents milieux, c'est vachement rassurant quand tu veux exploiter tout ce que tu veux faire. Puis c'est intéressant de se dire que, encore une fois, pour reparler de Bonnie Apocalypse, en fait, t'as commencé avec un one-shot, puis ça s'est transformé en jeu vidéo, puis ça s'est transformé en animation. En fait, c'est trop bien de se dire qu'avec un seul et même univers, tu peux le diversifier sur plein de plateformes pour toucher en fait un maximum de personnes, parce que peut-être que quelqu'un va découvrir Bonnie Apocalypse, je prends l'exemple parce qu'on c'est celui qu'on a travaillé ensemble, mais peut-être que les personnes en fait vont le découvrir sous forme de manga, et puis en fait finalement quelqu'un d'autre va le découvrir en jeu vidéo, et finalement ça va les rassembler tous les deux pour regarder la forme animation, quoi. Et du coup je trouve ça hyper cool de se dire qu'il y a plein de façons de montrer et de raconter une histoire, quoi. On n'est pas obligé de se cantonner qu'à une seule chose, quoi. Exactement, et surtout de s'y enfermer. Ouais. Si tu commences sur un média et qu'en fait un autre peut magnifier ton projet, faut foncer. Ça va être que bénéfique. Et du coup, est-ce qu'il y a un sujet ou une thématique qui revient régulièrement dans tes œuvres ? Alors en termes de thématique, on peut aussi citer un autre mot qui est le propos. Très souvent, c'est l'injustice qui va y revenir, c'est un sujet qui marque énormément. Donc par exemple, l'injustice est travaillée dans mon précédent webtoon par le fait justement que quelqu'un vive mal une situation et lui-même commet une énorme injustice, et au fur et à mesure en essayant de rattraper ce qu'il a fait, subit les injustices des autres, mais qui font partie des gens blessés. C'est plutôt le serpent qui se mord la queue. Ouais. Alors que par exemple dans Bonnie Apocalypse, sur lequel tu as travaillé avec moi, l'injustice c'est vraiment tout ce qu'a pu vivre le protagoniste qui en fait essaye de trouver une part de justice dans un monde qui n'a même plus ce concept-là. Ouais. Elle essaye de réinventer sa propre justice, sa propre manière de vivre. Dans beaucoup d'autres, ça va tourner autour de ce côté injuste et humain, très souvent, et parfois aussi un peu dans la société très actuelle.
et de jouer sur sur ces propos-là qui sont très répandus et qui sont facilement compréhensibles par les autres. Toujours avec beaucoup d'humour, pour amener le spectateur à comprendre sans pour autant tout le cracher dans la bouche. Oui. Il n'y a rien de pire qu'un propos ou un thème que tu écris entièrement et que tu fais dicter par tes personnages et que le spectateur prend plein milieu de la tête. Oui, ça soit un peu plus digeste, quoi. Ouais, sinon, mon Dieu, tu mâches pas ça et tu t'arrêtes parce que c'est imbuvable. Ça donne pas envie du tout de suivre. Non, c'est sûr, ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton processus créatif, entre guillemets, enfin, comment tu fais pour inventer, créer, écrire une histoire, la réaliser, etc. Genre, c'est quoi un peu les étapes à avoir pour faire ce que tu fais? Alors, il y en a énormément, mais tout d'abord, pour créer, pour construire, j'utilise les techniques qui peuvent être de Troubi, de mon mentor et de professeurs cours que j'ai pu avoir. Mais personnellement, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment former un triangle. Donc former un triangle où en bas, on va avoir un lore, un thème, surtout un thème qui est très dur, qui tient la route, parce que si le thème ne tient pas, je vois pas l'intérêt d'écrire. Bah, en plus, s'il est en bas, ça pourrait être imagé en mode si le thème ne tient pas, la pyramide ne tient pas aussi, quoi. Exactement. En centre, avoir un univers qui tient pour amener du coup la suite de ta pyramide, pour porter jusqu'au pic, qui est le personnage qui permet de faire resplendir tout le reste et toute la base. Parce que c'est ce que tu vois du plus loin possible quand tu regardes. À partir du moment où il y a cette base qui est très fonctionnelle, très dure et qui est bien créée, on va pouvoir passer à d'autres étapes. Mais avant ça, il y a vraiment les étapes de rechercher les objectifs et enjeux de son personnage, pourquoi il est dans cet univers, pouvoir répondre à toutes les propres questions qu'on va se poser, réfléchir à la caractérisation complète d'un personnage. Ça peut passer par des étapes ridicules, par exemple ses normes sociales, est-ce qu'il a une religion, est-ce que le personnage a une faiblesse particulière qui découle d'un traumatisme, qui va amener à une sorte de caractère profond. Comment lui se voit dans un miroir? Est-ce qu'il se voit dans un miroir? Est-ce que les autres vont le percevoir d'une certaine manière? Est-ce que c'est valorisant? Est-ce que c'est dévalorisant? Ou bien neutre? Ce qui peut arriver aussi. C'est plein d'étapes qui vont permettre de créer un personnage qui a l'air en vie. C'est là où très souvent les gens s'inspirent de personnages, bien même deux finalement, ou de proches. Ça permet d'étoffer et de rendre encore plus réaliste, vu qu'on s'appuie sur quelque chose qu'on connaît. Ensuite, on va passer du coup, maintenant que tout ça est propre, prêt, bien sûr à l'écrire. Donc, on va passer à une continuité dialoguée. Cette continuité dialoguée, elle a des codes très précises pour le cinéma, alors qu'on peut passer à un storyboard très théâtral pour de la bande dessinée. Du jeu vidéo, on peut même utiliser une version romantisée. Ça dépend totalement de où on veut apporter la chose. Parce qu'une version qui est déjà comme un roman, on peut la commercialiser en suivant, faire une pierre deux coups. Mais il y aura des difficultés à l'adapter parce qu'on va utiliser beaucoup de démonstrations, beaucoup de décors. Qu'on n'a peut-être pas l'argent de mettre dans un jeu vidéo ou même dans une animation, voire même dans un décor de cinéma. Donc c'est à voir un peu avec les moyens pour adapter son début de scénario. Mais une fois que ça est propre, vu que la quantité dialoguée vraiment dans le cinéma, c'est un document qui est dit technique, il faut être propre, précis, pas faire des longues phrases, mon Dieu, avec des jolis mots, virgules, autres. Il faut aller au plus droit précis. Il fait jour, point. Simple, efficace. Oui, il faut que ça soit compréhensible et très vite, quoi. Exactement. Il y a du vent, point. C'est simple, efficace, pas besoin de dire il y avait un temps particulièrement venteux. Non, les techniciens s'en moquent royalement. Ils ont juste besoin de savoir s'ils ont besoin de créer du vent ou non. Pareil, il faut décrire les tenues. Ça aussi, dans l'animation, la BD, on va appeler ça du chara-design. Pour le cinéma, ça va plutôt appartenir à tout ce qui est HMC, donc l'habillage, le maquillage et la coiffure, qui peut être réfléchi par le réalisateur ou alors engager directement des costumiers rien que pour ça. D'accord. Je sais que personnellement j'aime beaucoup y réfléchir, du coup vu que j'ai passé de chara-design. Mais du coup peut-être pour ceux qui ne savent pas, expliquer ce que c'est le chara-design. Alors le chara-design, c'est vraiment créer un personnage à partir de son background, à partir d'éléments qui lui appartiennent, pour en créer toute une unité, quelque chose qui le représente. Souvent, on part de son état dit final à son état dit initial. Donc, ce qu'il est à toute fin et ce qu'il est au début. Ce qui évite d'avoir un personnage qui n'a aucun sens en devenant final, et du coup, en devenant super fort ou au contraire super faible, s'il n'a pas été pensé pour grandir. Mais souvent, il devient beaucoup trop fort et du coup, ça n'a plus le sens dans son scénario. Il devient beaucoup trop puissant. N'a plus aucune difficulté et très souvent, je pourrais citer par exemple Dragon Ball, obligé de tuer des gens pour les faire ressusciter histoire de dire c'est bon, ils reviennent, parce qu'ils sont beaucoup trop forts pour la suite du scénario. Donc là-dessus, le chara-design par exemple, c'est avoir un personnage qui est tombé, qui s'est blessé, et bien il aura des brûlures à certains endroits du corps, mais si elle a des brûlures, il va falloir les protéger, donc c'est pas des choses qui vont être apparentes au soleil.
Donc il va avoir peut-être tout un côté ganté ou caché avec des vêtements, un côté manche longue, un côté manche courte. C'est des détails qui vont lui permettre d'exister en tant que lui. Du coup, c'est vraiment créer un personnage de A à Z. Et exactement. Je sais que toi, t'aimes beaucoup réfléchir sur les moindres détails. Du coup, vraiment, tu serais capable de réfléchir à la tenue qu'il va porter, à la couleur de la tenue qu'il va porter. À la texture. Tous ces petits détails-là, que pour certains, ça pourrait paraître assez insignifiant, en fait, ça raconte les choses. Et c'est là où tout ce travail de chara design est important, parce qu'en fait, même si en apparence, ok, il peut avoir, j'en sais rien, moi, un t-shirt blanc et j'en sais rien, un pantalon rouge, je dis n'importe quoi, mais en fait, ça veut raconter quelque chose, parce que les couleurs, ça explique quelque chose. Ou, enfin, comme tu disais, voilà, si derrière, il y a des cicatrices ou il y a des marques, ce genre de choses, comment, en fait, le personnage... Et créer, tout ça raconte une histoire, quoi. Donc c'est hyper important d'avoir un bon chara design pour finalement raconter le personnage en plus de ce qui va être écrit ou de ce qui va être montré, quoi. C'est déjà tout un travail visuel à faire, quoi. Exactement, c'est tout un non-dit qui t'est apporté. En fait, tu peux avoir tout le parcours trajectoriel de ton personnage sur lui sans pour autant que tu t'en rendes compte. Ouais. Tu peux avoir le détail qui va tout démonter, mais tu t'en rendras compte qu'au moment de la fin, ou jamais finalement. Et ce sera des sous-entendus où toi-même, en analysant, tu diras mais attends, c'était là depuis le début. Oui. Des tout petits détails. C'est bête, par exemple, je pense à Harry Potter, sa cicatrice. Ça fait partie du chara design de Harry Potter et c'est sa cicatrice. Et enfin voilà, genre c'est un élément qui est reconnaissable et iconique. Ça aussi, c'est encore mieux dans un chara design, dans quelque chose d'iconique que personne n'oublie, qui devient la marque de fabrique encore plus de ton personnage. Ouais, genre par exemple Dragon Ball, c'est les coupes de cheveux. Enfin, genre il y a ce truc qui est très reconnaissable et en fait, c'est ce qui fait que ça marche aussi, quoi. Et qu'on le reconnaît et qu'on s'y attache. Ouais. Surtout, parce que ça, il y a besoin d'attacher le lecteur à ton personnage, sinon, à quoi bon continuer s'il n'y a pas de visibilité et si personne ne l'apprécie? Là, il faut rien lâcher, il faut vraiment faire quelque chose de propre à la base pour être sûr d'accompagner la personne. Mais là, après, ça reste dans du pur chara design de transmédia, BD, jeux vidéo. Oui. Dans du film, après la continuité dialoguée, donc vraiment ton document propre, tu peux commencer à réfléchir, vu que c'est au sein même de cette continuité où tu as tous les détails des personnages, les tenues et autres. Et une fois que ça c'est prêt, tu vas avoir accès à une équipe technique, à un producteur, tous ces gens-là dont tu vas devoir t'entourer, que tu dois chercher en tant que réalisateur. Et en suivant, tu as les castings. Tu peux avoir le choix de les faire passer toi en tant que réalisateur, mais la plupart du temps, il n'y en a pas justement de temps. Donc ça dépend, dans des petites équipes, ça peut être un assistant qui les fait passer, la production la plupart du temps aussi, et justement qui amène à partir soit de descriptions précises de la personne ou du physique dont tu as envie, ou alors de comment le rôle peut être interprété par différentes personnes. Là pour le coup, dans le court-métrage que je cite comme exemple, pour vraiment citer les différents moments, le casting s'est passé très rapidement et je l'ai fait de moi-même. D'accord. J'ai fait passer juste des tests pour voir si mes scènes étaient propres et plausibles. Et les deux actrices qui l'ont joué m'ont paru parfaites. Finalement, j'avais pas envie ni le besoin d'aller chercher plus loin. Ouais, en fait, tu les as vues et tu t'es dit, ouais, ok, c'est celle-là, quoi. Ok, elles l'ont. C'est vraiment pas de problème. Elles ont compris le rôle, elles l'ont en elles. Ouais. Et ça fonctionnait super bien. Il y avait déjà une dynamique de jeu entre elles. Elles avaient aussi déjà, en fait, des contraires. Une très grande, une bien plus petite, une qui avait l'air bien plus adulte, alors que l'autre elle avait l'air bien plus jeune, alors qu'elles avaient exactement le même âge. Oui. Donc vraiment une colorimétrie même qui n'était pas la même, qui m'intéressait beaucoup pour former des contraires. Étant donné que c'était une histoire romantique, surtout en russe thriller et très toxique. Pour justement, là mon propos c'était montrer à quel point romantiser des relations toxiques pouvait être dangereuse, et surtout qu'est-ce que c'est vraiment une relation toxique. Oui. Donc là, avoir la jeune fille toute petite, habillée en blanc, vraiment magnifique, un nœud dans les cheveux, qui est pieds nus au milieu de tout ça, qui est vraiment dans des couleurs pâles. Oui. Ça la faisait ressortir d'un décor qui était très artificiel et de l'autre antagoniste à ce moment-là, qui était elle tout en noir et dans des tissus bien plus durs, rigides, en talons, qui la dépassait d'une tête et demie et qui appuyait une sorte de dominance sur elle, qui finissait par vraiment être dominée, ce qui s'est traduit aussi par des petits détails à l'image. J'ai choisi que dans mes cadrages, il y ait toujours la droite qui soit dominante et la gauche qui soit dominée dans les cadrages. Donc au fur et à mesure, on finit par tourner. Donc celle qui est à droite finit à gauche, on saute les 180 degrés. Les 180 degrés, c'est le fait de suivre une discussion, donc d'avoir deux personnes et d'être sur une ligne de 180. On n'a pas le droit de passer de l'autre côté, sinon on perd en fait la logique et on enchaîne de la confusion. Et c'est cette confusion que moi je voulais. Donc faire sauter très souvent.
à chaque rupture. Donc dès qu'il y avait un moment où je voulais que une aille à gauche, une aille à droite pour qu'on voit qu'il y a un renversement, que ce soit à la musique, à l'image, avec des émotions, des paroles, ça m'intéressait, donc on a pu sauter dans tous les sens. Mais ce genre de choses, ça permet de renforcer vraiment le propos de base et d'amener. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'à l'image, on peut amener énormément de choses, des propos, sans pour autant les dire. Donc là-dessus, au moment des tournages, il y a eu une grande équipe, c'était intéressant, et on a pu Vous étiez combien pour avoir un peu une idée? gérer 20-25. Une D'accord. grande équipe, on a eu beaucoup de renforts, le projet a intéressé, donc j'étais contente. Et pendant le tournage, en soi, en tant que réalisateur, tu suis ton processus créatif, toi, de ton monitor, pour pouvoir vérifier les cadrages sont bons. Tu parles à ta script. La script, c'est celui ou celle qui justement se charge de vérifier tous les faux raccords, qu'il n'y a pas de problème, qu'on n'a pas oublié par exemple que parce que tu peux jamais faire les plans à la chaîne. Oui. Tu fais Non, toujours oui. par rapport au matériel. Donc toute une journée à filmer qu'à la grue, à la douille, donc à de la machinerie, on s'est retrouvé à se dire, bon, ben, le lendemain, on va faire les scènes qui nous manquent entre, qui sont filmées à l'épaule par exemple, ou à la caméra fixe. Mais du coup, il faut vérifier par où entre le personnage, Oui. comment était la lumière sur lui, ce genre de choses pour éviter les énormes raccords qui sont horribles à rattraper au montage. Donc accompagné de la script et du chef-op qui lui s'occupe de tout ce qui est technique, du raccord entre le réal et les techniciens sur le plateau, qui lui vérifiait vraiment tout ce qui était la lumière, les focales, que tout soit bon, que les focus soient toujours parfaits, et de faire passer ce genre d'informations à la script pour qu'elle puisse le noter sur Oui. son calepin. Ok. Pas très loin, t'as toujours la première assistante, ou le premier assistante, dans mon cas c'était une première assistante, qui t'aide à faire là aussi tes ordres ou tes mots à faire passer à tes techniciens ou à tes comédiens. Ou alors, par exemple, si tu as aussi un second ou une seconde assistante, à aller chercher les comédiens en loge, ou alors toi-même à te déplacer, et le petit must à aller chercher un café. Qui fait toujours plaisir. Exactement, surtout quand ça fait longtemps que tu es sur plateau, que tu as envie de t'endormir mais que tu ne peux pas. Mais là aussi, sur plateau, il a fallu préparer l'entièreté, donc il a fallu de la déco. Donc voir Ça avec aussi une par chef, rapport à la déco, genre est-ce que c'est toi qui as réfléchi à toute la déco, qui a trouvé le lieu de tournage? Tout ça en fait ça se passe j'imagine en amont forcément, mais j'imagine te connaissant que enfin voilà par rapport au décor il y avait quand même pas mal de choses qui devaient être réfléchies quoi. Pour le décor, j'étais vraiment très à cheval sur certaines choses. Donc par exemple, il y a tout un plan qui descend dans des armoires, enfin dans des tiroirs, et qui arrive jusqu'au protagoniste qui est en train de travailler avec un élément du décor. Je voulais que ça passe de certains éléments à d'autres, de manière précise. Donc commencer par une poupée qui symbolise l'entièreté de la relation toxique, et comment l'une va finir finalement en étant juste une poupée jolie, limite un légume, Oui. parce qu'elle ne peut pas sortir, elle est bloquée là-dedans. Ensuite, passer par des livres, des choses de collection au trait rouge, parce que c'est la seule couleur, vu que l'une est en noir et l'autre en blanc, il n'y a que le rouge, vu que c'est le côté la passion, l'amour, mais aussi le sang et la Oui. colère, qui les sépare. En descendant, on tombait sur un petit cadre blanc, là aussi, pour quelque chose de très pur, avec une photo de toutes les deux. Et au fur et à mesure, on passe sur les mains de celles qui travaillent. Les mains, je trouve que ça exprime vraiment des choses importantes et qui peuvent pas forcément passer par le visage. Donc voir quelqu'un très minutieux sur des choses très manuelles et puis d'un coup tout lâcher, ça peut avoir quelque chose de plus intéressant qu'un visage qui s'arrête et qui se relève. Donc sur plein de petits aspects du décor, oui, j'étais très à cheval. Ma première assistante a eu des très bonnes idées. Par exemple, il y a un plan qui suit la protagoniste dans un couloir. Et sur un couloir, on peut apercevoir quand elle se le prend, vu qu'elle vacille, elle est un peu grouillie. Et bien, sur le mur, il y a un tableau qui est imprimé, qui est le verrou, qui est justement en fait littéralement la relation, c'est-à-dire l'un qui enferme l'autre pour le garder à tout jamais. Et même plus, mais on va s'arrêter là par rapport à censure sur YouTube. Donc c'est plein de petits éléments qui ont pu être cachés et que j'aimais beaucoup. Et là, j'ai plutôt donné des indications, il me faut absolument ça, il y a ça, on a des besoins par rapport au scénario, par exemple une boîte à pharmacie qui était gérée par la déco, mais ça, j'en avais besoin moi pour justement pour le scénario. Oui. Et d'autres petites choses qui ont été trouvées par la déco, des tapis par exemple, qui animaient vraiment le sol et qui permettaient de donner une vie supplémentaire. Surtout qu'on avait besoin de faire tomber un vase. Oui. Faire tomber un vase dans un décor. Alors, à part s'il t'appartient et que tu n'as pas peur de péter le plancher, tu mets un tapis. Sinon, tu t'en sors jamais avec des cautions. J'imagine, ouais. Puis pas fun de ramasser à chaque fois, donc... Oh non, tu restes sur de la céramique parce que tu as tous tes cadreurs au sol pour avoir les éclats. Il faut faire attention où ils tombent, il faut couvrir les cadreurs, la caméra, le matos, la perche pour éviter que quelqu'un se fasse mal. Là aussi, il faut faire gaffe à la sécurité sur plateau. Je crois qu'en vrai, on se rend pas vraiment compte à quel point, genre, tout est réfléchi, tout est minutieux. Il faut, enfin voilà, en fait, le moindre détail, il faut réfléchir à comment faire, la sécurité des gens et comment ça se passe, l'organisation, en fait. C'est un énorme travail et je me demande vraiment si les gens se rendent compte à quel point, genre, c'est
beaucoup de travail, quoi. Moi-même, je m'en rendais pas compte. J'étais très heureuse d'être entourée d'une première assistante et d'une chef de prod pour être sûre que la préparation en amont était prête, propre. Ouais. C'est quelque chose qui m'angoissait pas mal. Et on était une des équipes les plus prêtes à ce niveau. Justement, quand on arrive sur plateau, normalement, tout est prêt. Oui. Sinon, tu enchaînes de la panique déjà, de stress, tu retards. Alors que le retard sur plateau, en général, on te dit, tu peux marquer sur tes feuilles de service. Donc, ces feuilles de service, c'est ce qui te dit quand est-ce que tu arrives. Oui. Littéralement, le chemin, quasiment au panneau près, Oui. en fonction. Il y a aussi des feuilles de transport pour savoir s'il y a du covoiturage qui est fait. Tout ça, c'est fait par la régie, la prod, ça dépend de l'ampleur. Et là aussi, tu peux pas te permettre de dire, bah, écoutez, peut-être qu'on finit à cette heure-là. Oui. Tu peux dire fin 18h et rajouter dessous une heure supplémentaire possible. Mais tu peux pas non plus le rallonger à l'infini. Tu as des timings à tenir. Dans des productions monétisées, donc vraiment dans la vraie vie, dans le travail, Oui. tu as aussi des salaires à payer. Tu ne peux pas te permettre de faire comme ça avec l'argent alors qu'elle n'est pas infinie. Ta production, elle va dire... Aujourd'hui, vous allez faire 3 heures d'heures sup, vous serez pas payé, désolé. Bizarrement, ça se fait pas. Le réel peut faire des heures sup, oui. Mais ne peut pas forcément demander à être payé supplémentaire parce que c'est quand même lui. Et Oui. si c'est forcément en retard, on va souvent te dire c'est un peu ta faute. Oui. Donc, tu ne T'avais seras pas qu'à payé sur t'organiser, du quoi. plus. Exactement. Mais au moins ça permet aussi quand même le soir de se poser après une journée sur plateau. C'est aussi où le réel il va pas s'arrêter de suite, ni le chef-op. Premier assistant, ça dépend. Souvent on te dit que c'est le premier assistant qui va accéder à ça et t'aider. Le second n'est pas censé, mais ça dépend de l'équipe. Justement, préparer le plan du lendemain, savoir quel plan tu fais en première heure. On fait les plans les plus complexes au tout début et les plans les plus légers à la fin. Pour éviter que la fatigue, surtout ceux qui sont les plus durs émotionnellement à jouer, on les fait au début de journée. La pause de midi, elle est chaotique. Chez les équipes techniques et chez nous-mêmes, hein, réa, le premier assistant, chaotique. Hein. Les acteurs aussi, tout le monde a envie de dormir après ça. Donc on fait le plus le matin. Et après, les plans les plus simples, on enchaîne. Comme ça, le plus dur est fait et après, on passe au truc un peu plus cool, quoi, on va dire. Exactement. Surtout qu'il faut souvent combiner des plans. Quand tu n'as pas... Normalement, on te dit que s'il faut combiner des plans, c'est que tu n'as pas bien fait ton plan, enfin ton planning à toi en tant que réalisateur. Souvent, il va y avoir des petits problèmes ou alors, des moments où tu dis, mais attends, c'est exactement le même plan, on va juste essayer de tourner la caméra. Faisons un plan master. Donc un plan master, c'est laisser tourner de A à Z ta séquence. D'accord. Donc par exemple, je sais que moi j'en ai utilisé un où la caméra elle était avancée, posée sur une dolly qui est du coup une énorme diable, un énorme chariot, pour poser la caméra, le cadreur et qu'on pousse en avançant pour faire des jolis travelling. Et là-dessus, j'ai envoyé un top pour qu'il avance à un moment. La scène se continuait. Et il y a un autre moment où j'ai un travelling avant qui rentrait pour qu'on passe à l'intérieur du cadre de la porte, qu'on a l'impression de rentrer en fait dans une boîte, vraiment dans l'antre du monstre finalement. Et bien il suffisait juste de la tourner en entièreté et de la faire rentrer. Au lieu de faire une pause et puis de dire aux acteurs, vous me les jouez à partir de là. Et là ils avaient l'entièreté, on avait toute une sauvegarde de la séquence. Si jamais il y avait un problème de disque, peu importe, on l'avait. Mais c'est moins sympa forcément qu'avoir plein de plans et autres. Mais vu qu'on n'a pas eu de problème là-dessus, on a pu la jouer avec plein d'autres plans qu'on avait tournés entre temps, comme prévu. Donc ça a bien rendu. J'étais contente du résultat à ce niveau. Bon, et pour continuer, quels sont tes projets futurs ? J'en ai tellement à la fois, je sais même pas par lesquels commencer. J'aimerais vraiment reprendre Bunny Apocalypse, qui est du coup très gros univers, Oui. et jouer avec vous à cet univers finalement. Pouvoir le travailler avec mes amis les plus proches, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que vous avez compris le propos, tout ce qu'il y a à faire passer. Vous êtes imprégné du projet. On peut On obtenir a de travaillé bons quand résultats. même 2 ans dessus. Finalement, oui. Oui, donc même si on t'a vu en première année écrire le one-shot et tout ça, en deuxième année, donc on a fait l'animation, il y a eu le jeu vidéo, ensuite il y a eu la jeu vidéo VR, du coup en réalité virtuelle. Donc en fait, vraiment sur 2 ans, on a travaillé quand même beaucoup de temps ensemble sur ce projet, donc forcément que à force, c'est bon, on l'a compris, on l'a imprégné. Franchement, ça me ferait plaisir. On pourrait récupérer tellement de modés parce qu'on avait des belles modés qui étaient bien avancées. Ouais, des modélisations 3D, ouais. Et puis même toute la map qui avait été commencée à designer avec le ribbon. Genre, tellement de choses qui peuvent être intéressantes, qui pourraient intéresser un public. Il y a un intérêt derrière ce projet qui pourrait être super sympa. Et puis, il a un message de body positive que je trouve toujours actuel. On sera jamais assez actuel sur le fait de s'accepter et d'être bien. Non, c'est encore, et j'aimerais bien en faire part rapidement. Ça me ferait plaisir de pouvoir le proposer, le partager, que on puisse y jouer, se rendre compte à quel point ça fait plaisir, ça fait du bien. Ça me ferait vraiment plaisir. Après, j'aimerais beaucoup... C'est un des dossiers de production sur lesquels j'ai plus travaillé cette année. Donc reprendre le webtoon sur lequel j'avais travaillé et le faire passer en série animée.
C'est très utopiste finalement, vu le prix d'une série d'animation. Oui. Mais ça me ferait vraiment plaisir de passer donc dans ce sujet qui est bien plus injuste et sur la nature humaine. C'est un Magical Girl bien dark, avec beaucoup trop de blagues qui se passent dans le sud, avec beaucoup trop de références très bêtes mais qui me font beaucoup rire avec de l'argot à certains moments. Ça fait plaisir d'utiliser ce qui est dans le coin. Oui. Parce que je vois beaucoup, et j'ai pu voir en étant à Paris, les gens en fait rester là-haut, rester vraiment sur des choses, alors que la France, il n'y a pas que belle. Paris, quoi. On a beaucoup de choses à dire, ne serait-ce que pouvoir parler des plats du coin, voir les personnages acheter une tour des Pyrénées, pouvoir avoir tous accès à cette culture-là. Ça me ferait plaisir d'en l'utiliser à travers tous les projets finalement. Et ça, c'est un petit must dans mes projets que j'aime bien rajouter des petites blagues à nous-mêmes finalement. Mais après, en soi, d'autres projets... J'aimerais bien bosser sur un nouveau webtoon potentiellement. J'ai tellement d'idées, tellement de scénars. Avec un mot, on peut en créer un. J'ai peur de rien, j'aimerais bien juste pouvoir. Ça me ferait plaisir. Juste avoir la chance, une opportunité qui me dirait tu peux écrire un scénario pour ça, tu peux faire du script doctoring, tu peux faire telle ou telle chose. Du moins que c'est écrire et aider quelqu'un en fait. C'est que demander de plus finalement. Donc un projet, tellement de projets, mais juste l'envie de sourire et d'écrire. Et de sourire avec des gens, c'est encore mieux. En tout cas, donc, on est arrivé à la fin de ce nouvel épisode de Post Café. Vous pouvez retrouver l'adresse mail de Teresa en description si jamais ça vous intéresse d'avoir quelqu'un pour écrire un scénario, réaliser quelque chose et que vous avez des projets en tête. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu et à soutenir la chaîne. Et puis on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salut!